fondons ensemble les 6 États dans quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique. De toute manière, sans l'Europe, la France, on peut pas, c'est pas possible, quoi. On ne pourra jamais continuer. Ah oui, je pense que c'est une évidence, quoi. Oui, je crois à l'Europe, bien sûr. C'est une chance pour nous d'être européens. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits, mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser pratiquement, quand bien même on aurait 6 signatures au bas d'un papier. L'Europe, on peut pas faire de guerre. Pas pour faire de la guerre, hein, rester un peu tout le monde. Il est vrai que dans cette Europe, intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Si on peut faire peur aux Américains, si on peut gagner une certaine indépendance, je trouve ça positif. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Un État européen, non, je ne crois pas. Il faut avoir une langue commune. Il faut avoir des souvenirs communs pour faire une nation. Mais alors, peut-être tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. De la même façon que ce document que je cite dans toutes mes conférences et que je citerai dans toutes mes conférences, parce que je suis le seul homme politique en France à en parler et parce que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout le spectre politique, nous avons des responsables politiques qui font comme si ces informations n'existaient pas. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Mais nous savons désormais de sources sûres, notamment par cet article de Daily Telegraph, un journal britannique du 19 septembre 2000, nous savons désormais de sources sûres, par les documents du gouvernement américain qui ont été déclassifiés en septembre 2000, que ce sont bien les États-Unis d'Amérique et notamment la CIA, par des sociétés écrans interposées et qui s'appellent notamment Ford et Rockefeller, qui ont soutenu et financé en sous-main toute la construction européenne pendant les années 50 et 60. La suite sans doute aussi, mais on ne le sait pas, ça n'a pas été déclassifié. Ça, ce sont des documents déclassifiés. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Comme toujours et depuis le début, depuis Jean Monnet, Robert Schuman, Adenauer ou Gasperi, c'est une affaire de volonté. On veut faire l'Europe parce qu'on en est convaincu, parce qu'on pense que c'est bien. Moi, je pense que c'est bien pour la France. Et on sait qui, justement. On ne sait pas tout le monde. Il y a un peu de désenchantement sur l'Europe. En tout cas, moi, je veux, et je ne suis pas le seul, heureusement. Qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne? C'est le général Dwight Eisenhower. C'est une interview dans Paris Match, numéro 136, du 27 octobre 1951, qui a dit « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de telle sorte que l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. »
Le référendum sur la Constitution avec ce nouveau sondage IFOP qui donne le retour du non avec 54% des intentions de vote, 46% se déclarent pour le oui. Les jours se suivent donc et ne se ressemblent pas. Hier, le oui était en tête selon un autre sondage avec 52%. Rien donc n'est joué. Qui a appelé les Français à voter oui à la Constitution européenne en 2005 en disant « Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante. » Qui est donc la personne qui a osé conseiller aux Français de dire ce qu'il fallait qu'ils votent? Eh bien, c'est Madame Condoleezza Rice, secrétaire d'État américaine. Elle était en déplacement à Vilnius. Elle est ici avec le président lituanien Adam Kūs. C'est le 21 avril 2005. Alors tout ce que je dis là, finalement, n'est pas d'une grande révélation, puisque M. Mitterrand, qui a été 14 années à la tête de la France, qui a été président de la République, quelques semaines avant de mourir, a livré son testament politique à Georges-Marc Benamou dans un livre qui s'appelle « Le dernier Mitterrand », paru chez Plon en 1997. Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions. « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. » Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ça n'est pas François Asselineau qui dit ça, c'est François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a été 14 ans à la tête de l'Élysée, qui avait le code nucléaire. Alors si quelqu'un comme ça fait cette déclaration, normalement, dans un pays normalement constitué, dans le pays de Voltaire et de Montesquieu, dans le pays de Jean-Jacques Rousseau, de Clémenceau et de De Gaulle, ça devrait faire l'objet de débats publics. Personne n'en parle jamais.